pont des Corbeaux. Chapitre 12. Vacances. Hugo, samedi 1er juillet 1944. En cette fin de matinée du 1er juillet, Lucie est de retour à Annecy. Je l'attends déjà depuis un bon quart d'heure. Depuis qu'elle était repartie à Chamonix, les événements n'avaient pas manqué. Les Américains avaient coupé le Cotentin en deux et n'étaient pas loin de s'emparer du port de Cherbourg. Les Britanniques piétinaient devant Caen. Les combats étaient terribles. Le même jour que le massacre des Puiseaux, la population avait appris qu'un autre massacre avait eu lieu quelques jours auparavant dans une petite ville du Limousin, à Oradour-sur-Glane, où un régiment de la division d'Asreich avait abattu les hommes et brûlé les femmes, les enfants et les vieillards dans l'église. Ce même jour avait commencé la bataille qui avait opposé pendant 2 jours 2700 maquisards à 2500 hommes mieux armés de la Wehrmacht au mont Mouchet, dans le Massif central, avec des pertes sévères des deux côtés. Un autre massacre avait eu lieu le 18 juin en Bretagne, où les Allemands avaient attaqué le maquis de Saint-Marcel. Si les maquisards avaient évacué le camp le soir, ils avaient ensuite été traqués, et les populations de Saint-Marcel et des alentours avaient subi de lourdes représailles. L'affaire des Puiseaux avait ému la population d'Annecy, mais faute de témoins directs, hormis les Allemands, l'exactitude des faits n'avait pu être vraiment connue. Cependant, des constats avaient été établis a posteriori et permettraient de se rendre compte de ce qui s'était passé. L'épouse d'un des disparus, Madame Petit, ne voyant pas son mari revenir, avait pensé sur la foi d'un vague renseignement qu'il était retenu à la caserne du château et avait essayé de lui faire passer des provisions le lendemain du drame. Une autre épouse, Fernand de Macheneau, avait fait la même chose. En allant au château, Madame Petit avait découvert que son époux n'y était pas, et s'était donc rendue à la commandanture, où le capitaine Sedlacek lui avait annoncé la mauvaise nouvelle. Le samedi, Madame Petit était montée au Puiseaux avec son frère, accompagnée de François Entremont, un négociant en fromage, et d'un garde des eaux et forêts. Au fond des ruines du garage de la maison des Petits, ils avaient retrouvé le corps calciné de Joseph Petit, ainsi qu'un couteau suisse lui appartenant. Le même jour, Félix Macheneau était lui aussi monté au Puiseaux, et en fouillant dans les décombres, il avait découvert près de la porte d'entrée de l'écurie de la maison Carrier les restes de son neveu, Loulou, 17 ans, qu'il avait identifié par 3 couronnes dentaires métalliques. Il avait aussi découvert les restes de son frère, Fernand, dans sa maison, grâce à son opinel, dont le manche était calciné, et à son alliance gravée au nom de sa femme, Hélène, 28 novembre 1938. Les familles avaient fait une déclaration au commissariat de police et un inspecteur était venu visiter les lieux dès le lundi avec Félix Macheneau. Ils avaient trouvé, sans pouvoir formellement l'identifier, le corps calciné de Louis dans la maison suivante, après l'ancien four à pain. Un compte-rendu avait été envoyé au préfet en fin d'après-midi le soir même, l'informant de 4 décès, dont l'identification était quasi certaine, et soulignant l'incendie de 8 bâtiments, dont 5 maisons d'habitation et 3 garages ou remises, ainsi que l'absence de témoins. Félix, comme Madame Petit, avaient retrouvé l'un et l'autre des objets ayant appartenu à leurs proches. Quant à l'inhumation des corps, les Allemands avaient exigé qu'elle ait lieu sans les familles. Je savais bien pourquoi, mais je ne pouvais rien dire. Et encore, je ne connaissais pas les noms des responsables des 4 morts. Le Polizeimeister Hans Zabados affirmait que le détachement avait subi des coups de feu en approchant du hameau et rejetait la responsabilité sur le lieutenant Rassi. Mais celui-ci avait-il donné de tels ordres ? Cela restait un mystère. Un seul élément m'avait rendu un peu foi en l'humanité. Les épouses de Fernand et de Louis Macheneau avaient été libérées 1 semaine après le drame par un policier soldat d'origine alsacienne du 19e régiment de police. Certains hommes étaient encore capables de faire preuve de compassion. Les résistants étaient de mieux en mieux organisés et étaient galvanisés par l'avancée des Alliés à l'ouest comme à l'est, car les Russes faisaient eux aussi reculer les armées allemandes. Ils combattaient maintenant les nazis au grand jour. Je suis conscient que sous peu, un ordre de repli sera donné. J'espère juste qu'ils n'interviennent pas pendant que Lucie sera auprès de moi. Je serai bien obligée d'aborder le sujet à un moment ou un autre.
Elle doit se douter, elle aussi, que nous allons être séparés à plus ou moins brève échéance. Les événements autour de nous sont assez évocateurs. Ces 3 semaines seront certainement nos dernières ensemble avant longtemps. Malgré ma grande discrétion pour rester sous les radars, je me suis néanmoins fait remarquer par la qualité de mes rapports, et j'ai été promu Hauptscharführer, une promotion qui ne me réjouit pas vraiment, d'autant que je sais que d'autres au Gréco briguent ce genre de reconnaissance. Je me satisfais de mon travail de bureaucrate qui me permet de glaner des renseignements. Qui plus est, je ne suis pas obligé de porter l'uniforme. Mais cette promotion risque fort de se voir accompagnée d'un changement d'affectation à Lyon, Paris ou Berlin. L'avancée des Alliés me fait éliminer Paris. Je n'ai aucune envie de me retrouver sous les ordres de Werner Knapp ou d'August Moritz, et encore moins de Klaus Barbie. J'ai entendu parler des méthodes de ce dernier. Très actif du côté savoyard de la frontière franco-suisse, lieu de passage des clandestins vers la Suisse, il avait conduit des interrogatoires accompagnés d'actes de torture à l'hôtel Pax d'Annemasse, accompagné de son interprète suisse, Gottlieb Fuchs. Selon certains, Fuchs, lorsqu'il était à Lyon, déjà interprète de Barbie, était entré en contact avec la résistance locale et y avait découvert en même temps la face la plus sombre de la Gestapo, ce qui l'avait motivé à user de sa fonction pour aider les Français. Chargé du contrôle du courrier des détenus de la prison de Montluc, il avait fermé les yeux sur le contenu des colis, averti les résistants locaux des rafles à venir et aurait même réussi à faire libérer un prisonnier. À sa demande, il avait été transféré à l'automne 1943 à l'hôtel Pax, siège de la Gestapo à Annemasse. Sous le nom de Rocha, il y était interprète et suppléant du juge d'instruction Georg Meyer, chef de la Gestapo de la ville. Profitant de l'ivresse de Meyer, il était parvenu à faire libérer 28 détenus incarcérés à la prison du Pax, un ancien entrepôt situé derrière la bâtisse qui faisait face à l'hôtel. Il avait également réussi, profitant des difficultés linguistiques des soldats allemands, à alerter les résistants lors d'une perquisition. Il avait effectué dans le même temps des allers-retours à Genève, où il rencontrait régulièrement des agents de renseignement. Mais je n'ai pu m'empêcher de rester méfiant, et je n'ai jamais fait appel à lui pour transmettre un quelconque message, à tort, car Fuchs avait été arrêté en décembre, torturé à Lyon et déporté au camp de Royalieu. Mais là, étreignant ma Lucie qui vient d'arriver, je préfère mettre de côté toutes ces pensées négatives. « Tu m'as manqué, mon amour, l'entends-je dire. » Je presse mes lèvres sur son front et l'enveloppe de mes bras pour l'étreindre tendrement et parcourir son visage de baisers comme à mon habitude. « Hugo, mon Hugo, murmure-t-elle encore. J'enfouis mon visage dans les cheveux détachés de la jeune femme, ces cheveux dans lesquels je m'enivre un moment de cette odeur de pomme et de cannelle dont je raffole. Comme la fois précédente, je lui prends sa valise, que nous déposons à l'hôtel avant d'aller déjeuner en terrasse. Je n'ai qu'une hâte, retourner dans cette petite chambre d'hôtel et lui enlever sa jolie robe de nuit immaculée, sous laquelle je devine qu'elle ne porte pas grand-chose. Nous avons la même idée, tous les deux, et expédions notre repas. Une fois dans la chambre, Lucie m'embrasse d'abord avec douceur, puis avec de plus en plus d'exaltation, ondulant du bassin, se frottant à moi. Je sens la chaleur du désir se propager en moi. Mon corps ne met pas longtemps à exprimer sa passion pour celui de ma compagne. Elle saisit l'occasion pour que je la prenne comme s'il y avait urgence, dans des gémissements à peine étouffés. Nous faisons l'amour tout l'après-midi et ne sortons que pour dîner, ne tardant pas à revenir à l'hôtel pour continuer ce que nous avions si bien commencé une bonne partie de la nuit. Hugo, dimanche 2 juillet 1944. Notre dimanche est consacré à une excursion au Mont-Verrier, sac au dos. Lucie, en short et chemisette, est tout aussi jolie qu'en robe, et je me plais à marcher derrière elle. Nous prenons un sentier au bord du lac, à la sortie du petit port d'Annecy-le-Vieux. À la première bifurcation, nous attaquons la montée. Après quelques centaines de mètres à découvert, nous continuons sur le sentier qui serpente dans le versant au milieu des chênes. Une trouée nous permet à un moment d'apercevoir l'extrémité du lac et la ville. Nous reprenons ensuite notre marche en direction du pré Vernet, puis celle du col des Sceaux, pour rejoindre la crête. À l'arête, nous sortons du bois pour rejoindre la bordure des falaises qui dominent le lac.
Le panorama y est magnifique, avec le turquoise du lac et un point de vue imprenable sur Annecy et ses alentours. Pour rejoindre le mont Verrier, nous marchons tous les deux d'un bon pas et passons le mont Baron, le point culminant du secteur. Cheminant en crête, tantôt en forêt, tantôt à découvert, le sentier révèle des vues toutes plus belles les unes que les autres, le lac, les Bauges, les Bornes, les Aravis. La perspective s'ouvre même de l'autre côté, sur le Parmelan, avec au loin le massif du Mont Blanc. À une bifurcation, nous prenons à droite et descendons en direction de la route du vallon du Creux du Loup, sans pour autant la rejoindre. Nous marchons dans la direction de l'ouest, vers un endroit d'où nous avons une nouvelle vue sur les Bauges et le lac. C'est là que nous nous rassasions de pain et de fromage, serrés l'un contre l'autre. Après avoir profité du panorama, nous nous dirigeons vers le col des Contrebandiers, par un passage assez périlleux, mais avant le col, nous descendons par la forêt, pour atteindre le hameau de la Combe. De là, un sentier nous permet de descendre vers le lac, que nous longeons ensuite. Pour autant, cette randonnée ne nous a pas épuisés, car nous avons encore assez d'énergie le soir pour nos ébats amoureux. Nous voulons tous les deux vivre l'illusion de la lune de miel d'un jeune couple, une vie paradisiaque qui, nous le savons, ne durera pas. Sans nous l'avouer, nous avons choisi chacun de notre côté d'ignorer que la guerre va nous séparer. Nous espérons surtout que cette séparation sera provisoire. Hugo, dimanche 9 juillet 1944. Nous pouvons passer tout notre temps ensemble le samedi et le dimanche, mais en semaine, Lucie est seule, chaque matin. Nous nous retrouvons pour un repas rapide le midi et sommes séparés jusqu'à 17 ou 18 heures. Mais nous mettons à profit le moindre moment ensemble. Le second samedi, nous avions de nouveau fait une randonnée vers le Semnau, par le chalet de Bénévent, une jolie balade dans la forêt surplombant la rive ouest du lac, d'autant plus agréable que par cette chaude journée, la totalité du parcours était à couvert. Les choses sérieuses avaient vraiment commencé à l'intersection de la route du Semnau et de celle du Quintal, par la montée qui rejoignait la route forestière du Grand Roc. Il nous avait fallu être vigilants pour ne pas nous tromper de sentier pour parvenir à la croix de Cesna et profiter du panorama sur le lac. C'est à cet endroit que nous avions pique-niqué, avant d'aller nous cacher sous le couvert des arbres pour nous aimer à l'abri des regards. Mais nous avions dû nous résoudre à reprendre notre chemin jusqu'au carrefour des Luzes, avant de remonter vers les Gardes, pour arriver, après quelques lacets, à la route forestière du Bénévent. Là, la route montait à gauche sur une 50aine de mètres, puis un chemin sur la droite nous avait menés au chalet du Bénévent. Nous étions passés devant et avions poussé jusqu'au crêt de Châtillon, avec sa vue sur la Tournette et le Mont Blanc. Nous étions même parvenus à distinguer les aiguilles d'Arves au loin. Nous étions redescendus ensuite, par le même itinéraire, jusqu'au chalet du Bénévent pour nous diriger vers le chalet de Sevrier, après lequel un chemin nous avait ramenés à notre point de départ du matin. Malgré des passages dans les rochers et les nombreux chemins caillouteux, cette promenade n'avait rien eu de difficile. Nous privilégions ces randonnées où nous ne sommes que tous les deux. Aussi, ce dimanche matin, nous faisons le circuit des Trois Croix à Sevrier, en partant de la route qui monte après les Marquisats, et que nous suivons jusqu'au Letras, où nous entrons dans le sous-bois. Pendant 3/4 d'heure, la montée est raide, mais heureusement à l'abri des rayons brûlants du soleil. Nous arrivons enfin à la Croix Chunier, où nous sommes récompensés par un superbe panorama sur le lac avec le massif de la Tournette. Ensuite, le chemin est plus facile, longeant la montagne en dehors de la petite descente pentue vers la Croix du Cré. Nous devons remonter un peu pour retrouver le chemin facile et vallonné qui va jusqu'à la croix du chef-lieu, où nous attend une superbe vue, avant de redescendre vers Annecy par le très pentu sentier des Chalets. Nous sommes de retour en ville pour le déjeuner, et pouvons profiter de la plage l'après-midi, où cette fois, je ne peux échapper au regard acéré de certains de mes collègues. Ces derniers avaient déjà repéré que, depuis le mois de mai, je voyais de temps à autre une jolie jeune femme blonde qui restait quelques jours avant de repartir, et ils ne s'étaient pas gênés pour m'en parler. Ils nous avaient en particulier vus ensemble en juin sur la plage, et la plastique de Lucie n'avait pas échappé à 2 ou 3 d'entre eux. Et cette fois, elle était là pour plus longtemps.
Nous nous retrouvons même nez à nez avec un de mes supérieurs, ce soir du 9 juillet, alors que nous nous baladons au paquet avant d'aller dîner. Je n'ai d'autre choix que de faire les présentations. Cependant, j'évite de décliner la véritable identité de Lucie. Obersturmführer, permettez-moi de vous présenter une amie, Lucienne Duprat. Enchantée, mademoiselle Duprat. Obersturmführer Helmut Kempfert. Et voici mon amie Lina d'Albion, française comme vous. Car j'imagine que vous êtes française, dit-il en s'inclinant un peu trop cérémonieusement. Lucie acquiesce d'un signe de tête, mal à l'aise devant le sourire mielleux de l'officier qui la reluque de la tête aux pieds. Je vois que le Hauptscharführer Steinert a très bon goût. Il nous avait caché qu'il fréquentait une aussi jolie femme. J'espère que nous aurons d'autres occasions de nous croiser. C'est probable, en effet, le temps que je suis à Annecy, s'enhardit à répondre ma trop jolie compagne. Très bien, je ne vous retiens pas plus longtemps, et je vous souhaite une bonne soirée. Faites attention, Steinert. Votre amie est si ravissante qu'on pourrait bien essayer de vous la voler. Cette phrase, prononcée sur un ton apparemment léger, fait quand même froid dans le dos à Lucie qui s'aperçoit que j'ai légèrement pâli. Nous quittons rapidement le paquet pour nous rendre dans notre bistrot habituel. J'enlace étroitement Lucie comme si j'avais peur qu'on s'en prenne à elle. Elle attend d'avoir parcouru une certaine distance avant d'oser parler. Ce type ne me plaît pas du tout. Je comprends que tu ne lui aies pas révélé ma véritable identité. Je n'ai pas aimé non plus son regard sur toi. Il va falloir que tu sois prudente. D'autres collègues m'ont aussi parlé de ma jolie blonde. Si je sais que certains le font par plaisanterie, d'autres pourraient avoir des vues sur toi et chercher à me nuire à travers toi. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà bien visité Annecy. Dorénavant, j'irai plutôt me poser à Sevrier, au bord de l'eau, pour bouquiner, et nous nous retrouvons le midi dans notre bistrot. Je resterai à distance de la villa Schmidt et des zones occupées par tes compatriotes. Je fais semblant d'être rassurée par cette proposition. Le moins dangereux aurait été de lui demander de repartir à Chamonix. Mais je ne veux pas déjà être séparée d'elle. Je consens donc à cette demi-mesure. Hugo, samedi 15 juillet 1944. Lucie a tenu parole et est restée loin de mes collègues, comme elle le faisait d'ailleurs depuis le début. Elle pouvait surtout repérer ceux qui étaient dans ces uniformes noirs, qu'elle détestait par-dessus tout. En revanche, les agents du Gréco étaient en civil, donc peu décelables au milieu des habitants d'Annecy, surtout lorsqu'on n'était pas de la ville. Elle a donc passé la majeure partie de son temps à Sevrier, comme elle l'avait promis. Depuis le début de l'année, l'ambiance est à la défiance. Un certain nombre de hauts gradés français avaient été arrêtés pendant le mois de mai et internés à Compiègne. Seuls ceux qui affichaient une attitude germanophile ont échappé aux vagues successives d'arrestations. Suite aux réactions de Vichy, le commandement allemand avait mis en avant l'aspect préventif de ces mesures face au passage à la dissidence de nombreux officiers généraux et supérieurs français, citant nommément De Gaulle, Giraud, Darlan et Delattre de Tassigny. Les officiers arrêtés, c'est-à-dire des officiers en non-disponibilité ou en retraite, devaient être maintenus en détention pour que l'Allemagne puisse poursuivre la guerre. Il y avait cependant eu une quarantaine de libérations, la plupart concernant des officiers âgés en retraite. Après les libérations, il restait à Compiègne environ 180 généraux et colonels qui avaient été transférés en Allemagne en plusieurs convois, le lieu de leur détention demeurant secret. La Croix-Rouge, à qui il avait été interdit de divulguer les noms, avait néanmoins révélé que la plupart d'entre eux étaient internés dans un hôtel de Godesberg. Les autres, une dizaine, avaient été dirigés sur un commando spécial, dépendant de Dachau, l'hôtel Forelle à Plansee, à proximité de Reutte dans le Tyrol, où ils avaient rejoint les internés d'août 1943. Ces derniers regroupaient déjà une dizaine de généraux et autant d'officiers supérieurs, des personnalités civiles du domaine de l'administration, de la politique, de l'économie et de la culture, plusieurs faisant même partie de l'entourage du maréchal. Les attaques et l'avancée rapide des Russes à l'Est avaient nécessité l'envoi de renforts, ce qui empêchait les Allemands de faire des transferts de troupes allemandes vers le front occidental.
Depuis Stalingrad et surtout la bataille de Koursk, les forces soviétiques avaient repris aux Allemands une partie importante du terrain conquis en 1941 et 1942. Toute menace directe ou indirecte sur Moscou était écartée, et la Biélorussie en voie d'être libérée. Tout allait de mal en pis pour le Reich. Et du côté britannique, la rive gauche de Caen venait d'être libérée. Aussi, en réaction, la lutte contre les résistants ne faiblissait pas, et des arrestations avaient encore eu lieu le 14 juillet. Ce samedi 15 juillet, Lucie et moi nous rendons à Villa, en passant par Annecy-le-Vieux, le Pré-Paillard et le chemin du Cré-Martien, qui nous mène jusqu'à Naves-Parmelan. De là, nous rallions Villa par la route de Naves. Là se trouve le vrai point de départ de la balade sur la route d'Avierneau entre Villa et Dizonche. Un sentier assez plat au milieu de pâturages nous conduit jusqu'à un sous-bois. Un bon moyen d'être au frais par la chaleur ambiante qui règne. Nous profitons d'une jolie vue sur les collines environnantes et sur le Parmelan. Juste après le ruisseau du nom du Dard, nous choisissons de suivre un chemin rural, puis un autre, sur la gauche, qui va à la cascade des Nantis, dont nous nous rapprochons en remontant un peu le lit du ruisseau. Puis nous revenons sur nos pas pour retrouver le chemin à suivre pour aller à la cascade du Dard, qu'il est facile d'approcher pour se rafraîchir. C'est là que nous pique-niquons en tête-à-tête. Soucieux, je n'ai pas beaucoup parlé pendant notre marche, et Lucie l'a évidemment remarqué. Elle attend la fin de notre frugal repas près de la cascade, alors que nous sommes allongés l'un et l'autre, ma tête reposant sur son ventre, et qu'elle me caresse tendrement le visage. Tu n'as pas dit grand-chose depuis que nous sommes partis. Quand tu te comportes ainsi, c'est que quelque chose te tracasse, mon cœur. Alors dis-moi. Je ne réponds pas tout de suite, mais je me redresse pour m'asseoir et je lui tends la main pour qu'elle en fasse autant. J'aurais dû m'en douter. Impossible de cacher quoi que ce soit au regard attentif de la femme que j'aime. J'attends, Hugo. Quelle est cette mauvaise nouvelle que tu essaies de me cacher depuis 2 jours déjà? Tu crois que je ne me suis pas aperçue que tu me serrais plus fort dans tes bras, au point de m'étouffer parfois, comme si je risquais de t'échapper? Tu vas partir, c'est ça? Son ton s'est fait suppliant. Je vois bien qu'elle lutte pour ne pas montrer sa peine. Je suis convoquée à Paris. Je dois y être pour le 24 juillet. Pour combien de temps? Apparemment pour 3 semaines. Mais ça peut se prolonger. Je dois travailler dans le service du SS Standartenführerknochen, devenu commandant de la police de sécurité et du SD sous les ordres de Karl Auberg. Ils ont besoin de mes services pour compiler tous les rapports qui leur arrivent du KDS de Lyon. Lucie pousse un grand soupir. Elle s'y attendait. Cela devait arriver avec le recul de l'armée allemande un peu partout. Si l'armée fait retraite, les services de police vont aussi rejoindre l'Allemagne, quittant les zones libérées. Mon amour, le positif, c'est que nous avons encore quelques jours à passer ensemble. Essayons d'en profiter au maximum, encore plus que d'habitude. Tu as raison, ma chérie. Ne gâchons pas le temps que nous passons tous les deux. Je t'aime, tu sais. Mais si jamais elle ne me laisse pas finir, posant son index sur ma bouche, mais je lui prends délicatement le poignet. Laisse-moi finir, Lucie. Si jamais nous devions être séparés plus longtemps que ces 3 semaines, ou même disons 1 mois, sache que je reviendrai vers toi dès que je le pourrai. Peut-être qu'à cause de cette guerre, nous ne pourrons même pas nous écrire. Si cela arrivait, je te donne rendez-vous le 15 août 1945 à la fête des guides de Chamonix, à la sortie de la messe. Je te promets que je serai là. Elle se jette dans mes bras, le nez enfoui dans mon cou. Ma Lucie. Je l'étreins avec davantage de force. Je sais, moi, les précautions incessantes que je dois prendre pour rester en sécurité tout en renseignant les résistants et les alliés. Mais je m'efforce de maintenir mon grand amour à l'écart du danger. Pourtant, j'aurais dû m'en douter. Elle n'est pas dupe et me le fait savoir. J'ai peur pour toi, mon amour. Peur que tu sois démasqué pour tout ce que tu fais contre les nazis. Je m'assure de ne donner aucune raison à Yves ou ses acolytes de se méfier de moi.
Quant à toi, mon amour, tu vaux tous les risques. » Ma main glisse sur sa joue avec tant de douceur qu'elle en frissonne. En réponse, elle passe ses doigts dans mes cheveux bruns et me caresse la nuque. « Jure-moi de faire attention, » insiste-t-elle très sérieusement. « Je te le jure. »« Je ne voudrais pas me fâcher avec ma fiancée adorée, » rétorquai-je en lui plantant un baiser sur le front. Elle décide de changer de sujet pour me dérider un peu en me replongeant dans nos meilleurs souvenirs, puis anticipant tout ce que nous pourrons faire lorsque nous aurons retrouvé la liberté de nous aimer sans nous cacher. Mon bras s'enroule autour des épaules de Lucie, qui se laisse aller contre moi, la tête contre mon torse. « J'aimerais pouvoir arrêter le temps, ici, toi et moi. Je ne veux pas te laisser, chuchotai-je. Mon cœur, nous avons encore la journée de demain, 3 soirées et 3 nuits à passer ensemble. » Ma seule réponse est un baiser sur le nez, puis je pose mes lèvres sur les siennes, d'abord avec douceur, puis de plus en plus de passion. Nos langues se découvrent à nouveau, déclenchant un feu brûlant en nous. Nos corps se pressent l'un contre l'autre, et les mains de Lucie passent sous ma chemisette. Je sais ce que mon contact provoque chez elle. Elle me l'a dit bien des fois. La chaleur intense qui se répand dans ses veines, son ventre. Elle se retrouve allongée avec la sensation de mes doigts sur ses bras, ses hanches. Ses doigts à elle et ses lèvres effleurent la peau chaude de mon cou. Mes baisers descendent jusqu'à la naissance de ses seins. Elle frémit, se laissant porter les yeux fermés par ce qu'elle ressent. Elle en veut plus, sentir mes mains sur tout son corps. Mais l'endroit, bien que bucolique, ne s'y prête pas. C'est un lieu assez fréquenté par les familles. Nous prenons donc le chemin du retour vers Annecy sans perdre de temps. Nous arrivons à l'hôtel en fin d'après-midi. Lucie, le même jour. Enfin, Hugo s'est décidé à me révéler ce qui le soucie depuis des jours, pendant notre randonnée. Croit-il vraiment qu'il peut me cacher quelque chose ? Je sais qu'il le fait pour me préserver, mais je préfère savoir. Ça ne m'empêche pas d'avoir peur de cette séparation inéluctable. J'ai peur pour lui. Mais je sais que, quoi qu'il arrive, nous nous retrouverons. Ne m'a-t-il pas fixé un rendez-vous pour le 15 août, l'année prochaine ? En attendant, il nous reste quelques jours, et nous devons profiter l'un de l'autre. Je sens encore ses baisers, ses caresses échangées près de la cascade du Dard. Malheureusement, nous avons dû nous interrompre. C'est un endroit très fréquenté des randonneurs, et nous sommes rentrés à l'hôtel. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. « Si nous reprenions là où nous nous étions interrompus à la cascade, » proposai-je. Hugo recule un peu pour mieux me contempler et caresser ma joue. Puis il opine du chef. Il me saisit alors par la taille, alors que je m'accroche à ses épaules et me porte jusqu'au lit, sur lequel il me dépose en douceur. Je m'empresse de le dévêtir pendant qu'il fait de même. Ses yeux océans parcourent mon corps qui s'offre à lui. Son regard enflamme mon bas-ventre, et je fixe ses muscles saillants, alors qu'il se met à couvrir le haut de mon corps de baisers, tout en dégrafant le soutien-gorge qui l'empêche d'atteindre mes petits seins. Ses lèvres s'égarent sur chacun des 2 globes. Il en titille les tétons érigés, d'un côté avec sa langue, de l'autre avec ses doigts. Un spasme secoue mon entrejambe, envahi soudain par une humidité très révélatrice. « Hugo !» Il me sourit d'un air un peu taquin et descend rapidement jusqu'à mes cuisses qu'il écarte pour se glisser entre elles. « Tu sens bon, » susurre-t-il. « J'imagine que tu as côtoyé des femmes qui ont des parfums plus envoûtants, à Paris par exemple. Tu vas peut-être retrouver là-bas des filles plus jolies que moi, plus élégantes. Arrête de raconter des bêtises. Je n'ai que faire de ces femmes trop maquillées, trop parfumées. Ce que j'aime, c'est l'odeur de ta peau. Pas un parfum artificiel. Toi, tu sens la savonnette. » Je ne sais pas comment je dois le prendre, fais-je en riant. Eh bien, ça doit vouloir dire que je sens le propre. Après tout, pour une infirmière, c'est l'essentiel. Bien plus que la coquetterie. Tu n'as pas besoin de tous les artifices qu'utilisent les Parisiennes ou toutes ces femmes dites du beau monde. Tu es la plus belle femme que je connaisse. J'aime l'odeur de ta peau et j'ai envie de te croquer tout entière.
Je me retrouve assaillie de baisers fiévreux. D'une main, il maintient mes cuisses ouvertes et sa langue trouve le chemin de mon intimité, se faufilant entre mes replis humides jusqu'à ce bourgeon de chair si sensible. Je m'accroche au drap d'une main pendant que l'autre se perd dans les cheveux d'Hugo. Mon corps s'enflamme tout entier. Un gémissement franchit mes lèvres. Hugo, tu me... Je ne finis pas ma phrase, abandonnée tout entière au coup de langue de mon amoureux qui se délecte et s'enivre du goût de ma féminité. Je sens mes jambes trembler et mon corps vibrer sous l'effet du plaisir. « Oh oui, continue, mon amour !» murmurai-je pantelante. Lorsque ses doigts s'insinuent en moi, je suis envahie d'un bien-être total, de la sensation de toucher les étoiles, mon cœur battant à tout rompre. D'autant qu'à cet instant, Hugo m'excite par les va-et-vient de ses doigts, tout en titillant ma petite boule de chair. La tension qui grimpe en moi me fait onduler des hanches et m'arc-bouter vers lui. J'ouvre les yeux pour le contempler entre mes jambes. Qu'il est beau, il me ferait faire n'importe quoi, pensais-je. Mais soudain, un torrent de volupté s'empare de moi. Les spasmes qui me saisissent à cet instant enserrent les doigts d'Hugo en moi. Je frissonne de plaisir, incapable de retenir mes gémissements. « Hugo, oh, Hugo !» haletai-je. Lorsque je me reprends, je le vois m'observer. Puis il porte ses doigts humides, qui avaient pénétré mon intimité, à sa bouche, encore brillante de mes sécrétions. « Tu sens bon et tu as très bon goût, » aimait-il en remontant vers mes seins, puis ma bouche pour un fougueux baiser. Je ne veux pas être en reste, et laisse une de mes mains caresser son membre viril à travers son caleçon qui ne dissimule pas son érection. J'en trace les contours avec mes doigts, à travers le tissu que je fais descendre. Puis, j'enroule mes doigts fins autour du sexe tendu de mon amant, et commence à le caresser, ajustant la pression et le rythme à ce que son visage exprime. « Moi aussi, je veux te goûter, » susurrai-je. Jusqu'ici, je n'avais jamais osé cet acte, plutôt réservé aux prostituées dans l'esprit des gens bien pensants. Le regard d'Hugo est ancré dans le mien, un regard empli de désir. « Tu es sûre ?»« Sûre et certaine, » annonçai-je. Pour lui, je suis capable de tout. Excité mais décontenancé, il me laisse faire. Ma langue remonte sur toute la longueur de son membre tendu jusqu'à son extrémité. Il plonge ses doigts dans ma chevelure dorée alors que je le prends en bouche. Malgré ma maladresse, il ressent un plaisir indescriptible à ce que je lui fais, gémissant intensément jusqu'au moment où il me demande d'arrêter. Il se déleste son caleçon, me pousse à m'étendre sur le dos pour se frayer un passage entre mes cuisses, tout en répandant une tonne de baisers sur mon visage et en pressant son sexe contre mon entrejambe. « Fais-moi l'amour, Hugo !» gémis-je. Cela suffit pour qu'il plonge une nouvelle fois son regard dans le mien et qu'il me pénètre et se meuve en moi. D'abord lentement, puis plus vite, jusqu'à m'arracher des cris de plaisir. Son cœur à lui bat la chamade, tandis que je lui caresse le dos et y enfonce par instants mes ongles lorsque je sens le plaisir grimper en flèche. Mes mains se déplacent pour s'arrimer sur les hanches d'Hugo. Je me cambre contre lui. Je ressens un besoin vital d'aller toujours plus loin avec lui. Je le veux tout entier, comme je me donne entièrement à lui, puisant ma force en lui à chaque coup de boutoir. Une cataracte brûlante se répand en moi, impossible à endiguer, secouant toute ma colonne vertébrale. Je pousse un cri transporté dans un univers parallèle. Les muscles de mon intimité se contractent autour du sexe de mon amant sous l'effet de l'orgasme. Agrippé à lui, mes jambes enroulées autour de son bassin, je continue à aller à sa rencontre, nos deux corps tremblants, jusqu'à ce qu'il s'effondre sur moi dans un râle. Il fait encore quelques allers-retours avant de s'immobiliser, encore lié à moi, ses mains et ses lèvres chaudes caressant ma peau. « Je t'aime », chuchote-t-il au creux de mon oreille, en pressant un tendre baiser sur mes épaules et mon cou. « Moi aussi, de toute mon âme. Et crois-moi, je tiendrai ma promesse. Même si nous sommes séparés un moment, nous nous retrouverons. Je veux que tu me fasses des enfants, Hugo Steinert.
des enfants qui, je l'espère, ne connaîtront pas la guerre.